Bonsoir à tous. Je me présente, je suis Jean-Michel Lénaf, le nouveau directeur général de la FMES. Donc je remplace Alain Lepinois, que vous connaissez bien, qui est parmi nous ce soir et que je souhaite ici remercier devant vous pour le travail qu'il a fait à la FMES. Et c'est lui qui avait, avant que je n'arrive, organisé cette conférence avec l'ensemble du personnel de la FMES. Alors, est-il besoin de présenter M. Caprioli? D'abord, Varmatin l'a fait dimanche dernier, vous l'avez tous lu bien sûr, en une pleine page. Et il n'est pas rare de le voir à la télévision, de l'entendre à la radio, ou de lire ses chroniques, interviews dans les journaux. Donc, M. Caprioli a lutté contre le terrorisme pendant toute sa carrière dans la police, pendant 34 ans, au sein de la direction de la surveillance du territoire. Il en a gravi tous les échelons, jusqu'à en devenir sous-directeur en charge de la lutte contre le terrorisme international, fonction qu'il a occupée de 1998 à 2004. Autant dire qu'il a eu à s'occuper pendant toutes ces années où la France, vous le savez, a connu quelques épisodes que je rappelle rapidement. En 83, l'attentat au Palais des Congrès de Marseille, puis à la gare Saint-Charles le 31 décembre. En 86, une vague d'attentats au mois de septembre à Paris, dont celui de la rue de Rennes. En 95, l'attentat de la station Saint-Michel. En 96, l'attentat de la station RER de Port-Royal. Et puis, en gros, et je serai peut-être démenti dans quelques secondes, entre 2000 et 2014, finalement, il n'y a pas eu de graves attentats en France. Monsieur Caprioli connaît bien notre région et a été en poste à Marseille à 2 reprises, comme chef de service d'abord, et plus tard en tant que directeur zonage, donc chargé de l'ensemble de la zone sud. Après une riche carrière dans la police, donc, M. Caprioli rejoint en 2004 le groupe GEOS. Il y est conseiller spécial du président, qui est membre du directoire. Alors, je vous rappelle en 2 mots, le groupe GEOS, c'est un groupe français spécialisé dans la protection de l'activité des entreprises agissant dans des environnements risqués ou dangereux. Son président est le général d'armée Bolelli, ancien directeur du renseignement militaire, ancien inspecteur général des armées, et son prédécesseur, si je ne m'abuse, était le général Heinrich, qui a créé l'ADRM. Et parallèlement, M. Caprioli enseigne à l'Institut des sciences politiques de Paris, à l'Institut des relations internationales et stratégiques et à l'Institut catholique de Paris. Donc c'est un expert reconnu et recherché, j'espère écouté, qui nous fait l'amitié d'être parmi nous ce soir pour esquisser les réponses possibles au défi du terrorisme de Daesh. Merci, monsieur. Je vous laisse le micro. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci à la FMES de m'avoir invité devant des personnalités aussi brillantes que je salue. Et je salue tous les participants. Alors, oui, j'ai travaillé à la lutte antiterroriste, mais je dois dire que mes collègues qui sont confrontés à cette menace sont confrontés à un défi d'une ampleur inimaginable jusqu'alors. Et donc je voudrais, avant de commencer, leur rendre hommage parce que c'est un défi en termes techniques, c'est un défi en termes humains, c'est un défi en termes idéologiques. Et j'allais dire, sur le plan idéologique, on aura l'occasion de l'évoquer, on a en face de nous une idéologie qui est une religion, et la religion, on ne sait plus ce que c'est. Puisque vous le savez, on a tué Dieu en 89, on a tué Dieu au début du XXe siècle, hein. Et donc pour nous, qui sommes un État laïque, voir surgir des gens, commettre des massacres au nom de Dieu, c'est toujours surprenant. Alors c'est vrai que on a connu, vous avez évoqué, le terrorisme, on a eu une période de trêve de 1996, c'est-à-dire du 3 décembre 1996, où un attentat a été commis à Paris, hein, dans un RER.
Et puis de 1996 jusqu'à 2012, il n'y a pas eu d'attentat. Il n'y a pas eu d'attentat pour une raison très simple, c'est que l'ensemble des services de police, que ce soit la DST, les RG, la police judiciaire et tous les autres services qui participent à la lutte contre le terrorisme, ont neutralisé les réseaux terroristes. C'est pour ça qu'il n'y a pas eu d'attentat. C'est pas parce qu'on ne voulait pas nous frapper, mais vous savez bien, comme toujours, lorsqu'il n'y a pas d'attentat, on n'en parle pas, ou alors ça fait 2 lignes dans les journaux spécialisés. Donc il faut être conscient que si en 2012, brutalement, nous avons été frappés par le terrorisme de Mohamed Merah, avec cette 3 séries d'attentats, qui est l'attentat contre un parachutiste à Toulouse, puis l'attentat qui a été commis contre 2 autres parachutistes, et puis un autre qui a été blessé, puis l'attentat qui a été commis contre des membres de la communauté française juive, ça a complètement perturbé tout le monde. Ça a perturbé tout le monde. Vous savez qu'il y a eu des commissions d'enquête. Hein. Et ce qu'il faut voir, que ce terrorisme que nous avons connu en 2012, c'est l'héritier du terrorisme dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est-à-dire d'un terrorisme qui a commencé avec le groupe islamique algérien qui nous a frappés dans les années 95, qui a assassiné 40 Français en Algérie, qui a tenté de faire sauter un avion Airbus au-dessus de Paris pour s'écraser sur la France, qui a commis des attentats en 1995. Et ils sont héritiers de cette histoire. Hein. Il ne faut pas croire que Merah a surgi comme ça, ex nihilo. Il vient d'un riche passé, hein, d'un riche passé djihadiste. Les attentats de Charlie Hebdo de 2015, l'attentat qui ont été commis à l'Hypercacher, les assassinats de policiers à Paris, sont l'héritier de toute cette famille. Hein. C'est l'héritier du djihad moderne. On aura l'occasion de l'évoquer tout à l'heure. Et ce djihad moderne, alors on ne va pas refaire d'histoire, mais la grande date, c'est la guerre en Afghanistan, hein, où on voit émerger les djihadistes qui vont libérer, et puis j'allais dire avec la bénédiction des Occidentaux, puisqu'il s'agit de battre l'Union soviétique, l'ours soviétique rouge, hein, et donc on se prête au jeu sans en mesurer toutes les conséquences que ça va avoir dans le monde. Hein. Et puis c'est aussi l'assassinat de Sadat. En 1980, on pense que Sadat, c'est une histoire entre Égyptiens. C'est pas du tout. C'est le début où les djihadistes ont décidé d'assassiner les mauvais dirigeants. Puisque vous avez des penseurs derrière tout ça. Et puis, bien sûr, c'est Sadat, c'est le radicalisme égyptien, et qui est la matrice de tout ce djihadisme qui va nous frapper. On est dans la naissance du djihad moderne, on est dans la naissance d'un djihad global, et c'est vrai que le réveil brutal que nous avons eu en 2012, mais surtout que nous avons eu quand nous avons pris connaissance qu'à Mossoul, un individu qui se faisait appeler Abou Bakr el-Baghdadi avait proclamé le califat. Qu'est-ce que ça représentait le califat? Pour nous, occidentaux, ça ne représentait rien du tout, hein. Ça représentait la disparition d'Atatürk turque du califat dans les années 1924, mais pour beaucoup de musulmans, c'était une renaissance, c'était mettre fin à cette anomalie dans l'histoire de l'islam. Alors, face à cette mouvance terroriste qui nous frappe de plus en plus, on aura l'occasion d'en reparler, vous savez bien, les attentats de 2015 sont là pour le prouver, mais non seulement les attentats, mais tous ceux qui n'ont pas eu lieu, tous ces attentats qui n'ont pas eu lieu, j'allais dire, bien sûr, vous avez l'attentat du TGV, bien sûr, vous avez l'attentat qui devait se commettre à Villejuif, où le type se tire une balle de Kalachnikov dans la jambe, et puis il est arrêté alors qu'il devait faire sauter des églises, et puis vous avez cet individu qui va égorger son patron. Tout ça, c'est une histoire du djihad global, du djihad mondial. Et donc la question qui se pose, c'est comment apporter une réponse à ce djihad, à ce terrorisme, et comment la communauté internationale, et la France surtout, comment peut-elle apporter des réponses? Alors, je crois que ces réponses, elles sont de plusieurs natures, j'aurai l'occasion de l'évoquer avec vous, hein. Ce sont des réponses militaires, bien sûr, ce sont des réponses sécuritaires, parce que dans l'urgence, ce sont ces réponses. Hein. Il faut empêcher les auteurs de commettre des attentats, il faut empêcher que les gens qui sont à Mossoul, que les gens qui sont à Raqqa, que les gens qui sont dans la région de Deir ez-Zor préparent des attentats pour nous frapper. Et donc, bien sûr, c'est ça. Mais c'est un sujet encore plus délicat. Vous savez qu'il faut des réponses religieuses, il faut des réponses diplomatiques, il faut des réponses politiques, il faut des réponses financières.
Alors, je suis amené aujourd'hui à parler de Daesh. Hein. Je crois que Daesh, vous voyez son drapeau, Daesh c'est un proto-État avec un projet, il a des forces, il a des structures. Et donc avant d'évoquer des réponses, ben, il faut connaître un peu l'adversaire. Je crois qu'on aurait tort de penser que ce sont des réunions fanatiques qui n'ont qu'une idée de nous tuer. Non, ils ont un projet. Ils ont un projet qui s'est décliné depuis très longtemps. Il s'est décliné, si vous voulez, je crois, depuis le XIIIe siècle. Pourquoi? Parce que brutalement, les Arabes ont perdu le contrôle de l'islam. Hein, à partir du XIe siècle, XIIe siècle, l'islam n'était plus dirigé par les Arabes. Les conquérants sont venus d'ailleurs, les conquérants qui avaient été islamisés, et en particulier les Mongols. Et les Mongols ont pratiqué un islam qui déplaisait fortement, j'allais dire, aux gens qui étaient en admiration à l'égard des 4 premiers califes, c'est-à-dire des fondateurs de l'islam. Et d'ailleurs, vous avez un penseur qui a estimé que les dirigeants de l'islam, ces califes, c'était de mauvais dirigeants et il fallait les tuer. Et donc on a tout d'un coup pris conscience, alors que déjà tous les dirigeants, les 4 premiers califes, un est mort de maladie, les 3 autres ont été assassinés. Mais brutalement, il y a un homme qui dit le mauvais dirigeant doit être assassiné. Et donc on va rentrer comme ça dans cette dimension de tuer le mauvais musulman. Et ce mauvais musulman, vous avez des tas de penseurs. Alors Sabri el-Banna qui est le père fondateur des frères musulmans, vous avez Sayed Qutb, Faraj. Vous savez, en islam, il y a 3 obligations et il en a rajouté une 6e, l'obligation cachée, qui est le djihad. Alors tout le monde dit le djihad, c'est d'abord le djihad sur soi-même, mais pour ces gens-là, le djihad, c'est la guerre. C'est une guerre défensive et c'est une guerre offensive. Donc, dans ce paysage, pour nous ramener à cette époque contemporaine que nous vivons, je crois que la notion d'État islamique est apparue à partir de 2003-2004 avec un homme qui est le père fondateur de l'islam islamique, c'est-à-dire Abu Musab el-Zarqawi. C'est un Jordanien qui a décidé de lutter contre les Américains, mais non seulement il a décidé de lutter contre les Américains, il a décidé de lutter contre les chiites, parce que ça aussi c'est une des plaies de l'islam, c'est, j'allais dire, la crise qu'a connue l'islam à partir du 4e calife, qui est Ali, qui est à la fois un parent du prophète, et qui se voyait l'héritier naturel, et qui a été écarté. Et on a, j'allais dire, un schisme qui naît à partir un schisme avec d'un côté les sunnites, et de l'autre côté les chiites. Et donc, Abu Musab el-Zarqawi n'a qu'une idée en tête, c'est d'exécuter tous les chiites. Or, en Irak, vous savez que la majorité de la population est chiite, et donc la population minoritaire qui sont les sunnites et qui pendant très longtemps ont dirigé ce pays avec des hommes politiques qui ont fait des coups d'État, avec des hommes politiques qui ont fait des guerres, et brutalement Abu Musab el-Zarqawi décide que non seulement il faut frapper les Américains, mais il faut frapper les Turcs. Et c'est là qu'il va rentrer en conflit avec son maître à penser, qui est Ben Laden. Ben Laden lui dit non, il faut se consacrer uniquement dans la lutte contre les Américains. Il lui dit ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant. Et donc c'est cette lignée qu'il faut voir. Abu Musab el-Zarqawi, il va être abattu par les Américains, mais en 2008, on pense que les Américains ont mis énormément de moyens. 30 000 hommes, c'est le surge. Ils ont réussi à décider que les tribus sunnites qui jusqu'alors étaient hostiles au pouvoir en place, chiites, devaient rallier le combat contre les djihadistes. Ils réussissent, et puis vous savez qu'en 2011, ils s'en vont. Ils s'en vont, et là, on voit émerger à nouveau cette organisation qui s'est appelée l'État islamique, avec l'acronyme Daesh, hein, puisque le D, ça veut dire Daoula, c'est-à-dire l'État. Donc on va avoir cette organisation qui se met en place. Alors, pourquoi cette organisation, elle est intéressante? Elle est intéressante parce qu'elle va s'inspirer de gens comme Abdullah Azzam, le père du djihad moderne, hein, et il a une phrase qui est terrible, hein. L'objectif, combattre l'ennemi proche et l'ennemi lointain. L'ennemi proche, ce sont les mauvais dirigeants arabes. L'ennemi lointain, ce sont nous, les Occidentaux. Et il a une formule qui nous laisse
j'allais dire, aucune porte de négociation. Lui, il prononce le djihad et le fusil, pas de négociation, pas de conférence, pas de trêve. Ça veut dire que contrairement à tous les autres terrorismes que nous avons connus dans le passé, nous ne pouvons pas discuter avec un État terroriste comme l'Iran, nous ne pouvons plus discuter avec un État terroriste comme la Libye, parce qu'en face de nous, il y a des gens qui ne veulent pas discuter. Et donc, ça va être toute la difficulté de la lutte contre le terrorisme que nous connaissons actuellement, c'est que ces gens sont prêts à nous assassiner, sont prêts à nous massacrer, et ils ne voudront jamais reculer. Donc, la seule parade, c'est à la fois la guerre, c'est à la fois le régime de sécurité, et puis, ce sont d'autres mesures que j'aurais bien du mal à vous proposer parce que je suis un peu sceptique sur la réussite. Alors, cet État Daesh, il présente quelque chose d'intéressant pour les jeunes. Il instaure le califat. Le califat, c'est-à-dire, on va devenir à nouveau, si vous voulez, voilà, le califat c'est ça. Le califat c'est ça, c'est-à-dire de revenir au temps béni de l'islam des années, hein, où on a une partie de l'Asie, le Moyen-Orient, une partie de l'Afrique et l'Andalouse. L'Andalouse qui était musulmane. Et donc, c'est cette partie de la restauration de l'islam à laquelle veut se consacrer Daesh. Et il a un programme. Il veut rassembler les tribus, puisque c'est les tribus qui ont fait la force de l'islam. Vous savez, les tribus se sont alliées au prophète Mohammed. Et puis, il est contemporain. Daesh, c'est une organisation qui est en pleine dans la réalité. Il veut, dans cet état, la venue des médecins, la venue des experts, des savants, qui vont travailler à la reconstruction du califat. On n'est pas simplement, on va frapper nos ennemis à l'extérieur, on va créer un état où nous, musulmans, nous serons très bien, nous serons heureux. Et donc, pour ça, il faut que nous puissions attirer des gens compétents. Et puis, comme c'est un État qui doit se défendre, c'est un État qui doit combattre, et bien, il va former des combattants. Il va former des combattants, mais d'abord, il va attirer des combattants. Il va attirer des combattants, il va créer une société avec des infrastructures dignes, c'est-à-dire des hôpitaux, à la fois des routes, des chemins de fer. Donc il a un projet qu'il veut réaliser. Et puis il a une justice. Une justice, c'est ça qui manque. Hein. La justice, elle est exemplaire. La justice de Daesh, elle est exemplaire. Elle s'inspire de la charia, c'est-à-dire un voleur, on lui coupe la main, un homosexuel, on le jette du haut d'un immeuble, une femme adultère, on la lapide. Et ça, c'est compris. Ça, c'est compris, c'est interprété. Et j'allais dire, ça va même au-delà, hein, vous savez même au-delà, puisque, en ce qui concerne les prisonniers, on les met dans des cages, et on les jette dans des piscines. Les prisonniers, on les met dans des cages, et on leur met le feu. C'est ce qui est arrivé à un officier jordanien qui a été capturé. Les prisonniers, on les égorge en public. Donc voilà, la violence, c'est le fondement de cette organisation. Voilà. Alors j'ai pas voulu vous mettre des photos qui étaient difficiles à voir, mais voilà, régulièrement, ce qu'on trouve sur les réseaux sociaux, sont des scènes d'exécution, et je ne vous parle pas de la vidéo de 17 minutes qui a été diffusée après les attentats du 13 novembre, où on voit chacun des auteurs qui, avant de venir en Europe commettre les attentats, ont rédigé leur testament, ont fait des vidéos et ont égorgé devant la caméra les gens, avec les têtes à la main. Donc voilà. Et ça, ce sont des vidéos qui plaisent, oui. C'est peut-être infâme, mais ce sont des vidéos qui plaisent. Alors, pour arriver à ça, ben, si vous voulez, il a un projet, et puis il a aussi mis en place une structure administrative. C'est pour ça qu'on parle d'un proto-État. Un proto-État, c'est un État qui n'a pas la reconnaissance internationale, bien sûr, il ne peut pas l'avoir, mais il met en place. Et donc, qu'est-ce qu'il met en place? Mais une administration pour gérer l'économie, pour gérer les finances, fixer les taxes, percevoir, gérer le budget.
il met en place surtout une cellule de communication. Alors une cellule de communication centralisée qui va dépendre directement du commandement central et du calife Abou Bakr el-Baghdadi, mais il a parfaitement compris qu'il doit décentraliser. Et donc il va y avoir une décentralisation de la communication, même si cette décentralisation est contrôlée, pour éviter les dérives. Vous savez que les dérives, c'est quoi? C'est d'envoyer des selfies avec les endroits, les références où se trouve la personne. Et donc aussitôt, vous aviez un bombardement qui arrivait, un missile qui arrivait, et donc les consignes qui ont été données par Daesh, c'est de faire attention quand on fait de la communication. Alors, c'est le projet et ce qui est proposé, c'est l'hijra, c'est-à-dire l'exil. Vous savez, c'est un terme qui est sacré en islam, puisque le prophète, en 622, comme il était bousculé à la Mecque, il a dû s'enfuir, il a fait l'exil, il est parti à Médine, hein, et là, il a commencé sa conquête. Et c'est ça qui est dans le subconscient des gens. Il faut partir, il faut s'exiler, parce qu'on va repartir plus fort. Et c'est vrai, puisque le prophète, lorsqu'il part à Médine, de 622, quand il est à Médine, jusqu'à 632, son retour à la Mecque, ce ne sont que des victoires. Ce sont que des victoires, alors qu'il était à Médine avec des membres de la communauté juive, des Arabes qui avaient été convertis, quelques chrétiens, et il n'avait aucune capacité guerrière et militaire. Mais il a su, par son génie, et puis aussi parce que peut-être il était inspiré par Dieu, gagner des batailles. Donc là aussi, c'est important l'hijra. Et puis, dès lors qu'on parle de l'hijra, de l'islam, c'est l'enseignement islamique. Et donc c'est l'enseignement islamique des premiers temps de l'islam. On n'interprète pas le Coran. Vous savez qu'en islam, il y a plusieurs écoles, et surtout, c'est que l'ijtihad, c'est-à-dire l'interprétation, a été interdite dans le monde sunnite. Et donc on n'interprète pas. C'est-à-dire qu'on vit au XXIe siècle en ayant comme référence la façon de réfléchir qu'on avait au 7e siècle. Alors, ils exploitent les ressources, et ça aussi, c'est un élément important, parce qu'ils ont un budget, ils ont des dépenses. Ils exploitent les ressources, c'est quoi? C'est l'eau. Il faut savoir qu'entre l'Irak et la Syrie, Daesh contrôle quoi? Il contrôle deux fleuves importants, l'Euphrate et le Tigre, et puis il contrôle quoi? Les pétroles, le gaz, les raffineries, il contrôle aussi la production de blé, la production de coton, et puis ce que l'on a constaté, ce sont les antiquités, puisqu'ils font un gros trafic d'antiquités. Donc ce sont des recrutements de combattants et de formation de combattants qui sont importants. Et puis, ils ont mis en place une structure pour lutter contre le monde de la guerre, qui nous sommes le monde de la guerre, hein. C'est le monde où ils vont commettre des attentats. Ils ont mis en place cette structure que j'évoquerai plus tard, hein, qui est l'Amniyat, hein. C'est la direction de la sûreté. Alors, les forces de ces djihadistes. D'abord, vous voyez ces deux cartes, la situation en Irak telle que nous l'avons au mois de janvier 2016. Hein. Vous avez un tiers un peu de l'Irak qui est sous contrôle de Daesh, avec bien sûr la capitale Mossoul, qui a été prise depuis le mois de juin de 2015. Les forces irakiennes tentent de reprendre Mossoul. Ils ont réussi à prendre Ramadi grâce aux forces spéciales, à l'appui de la coalition. Mais maintenant, ils ont des difficultés pour prendre Mossoul, parce qu'il faut tout réorganiser et que l'armée irakienne n'est pas à la hauteur. Et puis surtout, dans cette région que vous voyez là, ce sont les tribus sunnites. Et les tribus sunnites, elles sont prises entre le marteau et l'enclume. Tout ce monde-là, c'est un monde chiite. C'est le monde chiite qui dirige le pays. Et il y a un antagonisme historique entre les chiites et les sunnites en Irak. Pour une raison très simple, ils ont toujours été martyrisés. Saddam Hussein a asséché les marées pour lutter contre les chiites. Les chiites ont été massacrés. Les chiites sont allés rejoindre, pour certains d'entre eux, l'Iran pendant la guerre entre l'Iran et l'Irak. Donc il y a un antagonisme réel entre ces deux populations. Certaines tribus sunnites seraient prêtes à travailler, mais elles sont confrontées au massacre à la fois des milices chiites, et puis surtout, si vous voulez, je vais dire, l'armée irakienne ne leur fait pas de cadeaux. Et donc là, on a un gros problème, et c'est le problème de toute la communauté internationale, c'est comment intégrer ces tribus sunnites dans la coalition pour combattre Daesh.
Or, c'est souvent l'inverse qui se produit, c'est-à-dire que la force des tribus sunnites fait que parfois, certaines d'entre elles rejoignent Daesh. Donc on voit la situation de Daesh dans cette région. Et puis, on a une autre carte, hein, la situation de Daesh en Syrie. Vous voyez, alors bien sûr, c'est une grande partie qui est là, c'est une partie désertique, mais quand même avec tous les puits de pétrole, avec le gaz, avec toute la région où il y a du coton, la région où il y a, j'allais dire, des antiquités. Voilà ce que contrôle actuellement Daesh, puisqu'ils ont pris Palmyre, hein, qui sont installés dans des régions qui sont près, et puis on a le nord. Alors ces deux cartes, je voudrais attirer votre attention, c'est toutes les problématiques que nous allons avoir dans l'histoire. Tout ça, ce sont des Kurdes, ils sont détestés par les Turcs, parce que de l'autre côté, ils ont les frères du PKK, qui sont massacrés par les Turcs. Et donc je ne vois pas comment les Turcs vont accepter que là ici, il y ait une entité autonome kurde. Là, on se prépare quand même de beaux jours pour l'avenir. Voilà un peu la situation telle que nous la voyons. Les forces. Alors, les forces, hein, elles varient. Il y a des chiffres qui ont été donnés, 100 000 combattants de Daesh, 120 000 combattants de Daesh. Alors, je m'en suis tenu à des chiffres officiels qui ont été donnés par l'armée américaine. Daesh, en février 2016, 25 000 combattants, 30 000 en 2014, entre 4 500 et 5 000 Européens. Alors ça, c'est intéressant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que 5 000 personnes qui, un jour ou l'autre, reviendront ou sont déjà revenus pour commettre des attentats comme ceux qui ont été commis au mois de novembre dernier. 700 Français. 700 Français sont actuellement en Irak. On a 148 qui sont morts, 250 qui sont de retour. Alors certains ont été arrêtés, mais tous ne l'ont pas été. Juste pour vous donner une idée des combattants. Les combattants, l'Allemagne 700, l'Autriche 300, la Belgique 500. C'est-à-dire que proportionnellement, c'est le pays qui a le plus de djihadistes en Syrie et en Irak. Le Danemark 150. La Hollande 250, l'Italie 100, le Canada 150, la Russie plus de 2500, sinon plus, puisque la plupart sont des gens, des Caucasiens qui sont là-bas. Il y a plus de 100 nations qui sont représentées parmi les combattants. Pour ça que le chiffre que donne l'armée, c'est la Maison Blanche qui donne ce chiffre, hein, je pense qu'il est au-dessous de la vérité. Je pense qu'il est au-dessous de la vérité. Enfin. Donc voilà. Et pour vous dire quel adversaire nous avons en face de nous, j'ai voulu évoquer avec vous l'AMNEAT, c'est-à-dire l'unité de renseignement de sécurité des opérations extérieures. Pourquoi? Parce que c'est elle qui a préparé les attentats qui ont été commis le 13 novembre 2015 à Saint-Denis et à Paris. Donc c'est une organisation qui planifie les attentats. Elle dépend directement, bien sûr, du commandement général et en particulier d'Abou Bakr el-Baghdadi. Hein. Donc c'est l'envoi d'agents à l'étranger, recrutement d'agents d'influence, la mise en place de filières logistiques, et puis c'est divisé par nationalité. Et donc les gens qui ont préparé les attentats en France, ce sont des francophones, des Belges, ça peut être des Français bien sûr, mais ce sont des francophones. Donc voilà, et il y a exactement la même chose pour les anglophones. Alors voilà un petit peu le paysage tel que je voulais vous le présenter, c'est un paysage inquiétant. Et maintenant, je voulais aborder les réponses pour lutter contre Daesh, militaire, sécuritaire, religieuse, sociale, éducative et politique. Avant d'aborder la réponse militaire, je ne suis pas un expert, mais simplement, je pense qu'il était indispensable que la France intervienne et à la fois en Irak et à la fois en Syrie, et comme elle le fait d'ailleurs au Sahel, parce qu'autrement, la menace serait bien plus grande. Hein. Le problème de la coalition. Vous savez que les coalitions se sont mises en place à partir de 2014. Hein. La France et les États-Unis, l'Angleterre ont commencé à bombarder en Irak. Nous avons décidé, nous, en 2015, de frapper. Et puis, il y a des coalitions des pays arabes. Mais chacune coalition a des intérêts divergents. Donc, elles sont hétérogènes. Et c'est là toute la difficulté et tout le drame. J'ai évoqué tout à l'heure le problème turc, c'est tout le drame auquel nous allons être confrontés dans l'avenir. Pourquoi? Parce que l'Arabie, elle veut bien sûr la destruction de la Syrie de Bachar al-Assad. Je vous rappelle que la Syrie des Assad a fait régner la terreur pendant plus de 30 ans sur tous les royaumes saoudiens, les Émirats arabes unis, le Koweït. Ils les ont taxés, ils ont fait des attentats, ils les ont obligés à verser des millions de dollars. Donc il y a, j'allais dire, un antagonisme. En plus,
ce bas syrien, c'est une organisation laïque, donc c'est insupportable pour les gens du Golfe. Hein. Alors bien sûr, c'est une des nouveautés, l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis ont décidé de s'engager militairement en Syrie pour lutter contre Daesh. Là, je m'interroge parce que je vois mal l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis, qui sont, j'allais dire, menacés directement par Daesh, frapper uniquement Daesh. Je crois qu'ils vont, dans leur projet, frapper aussi les Syriens. Et dès lors qu'ils vont frapper les Syriens, ils vont se retrouver en face de deux adversaires, l'Iran et la Russie. Et vous savez que la Russie a installé des systèmes sol-air, et là, on va aller à la confrontation. Alors, ça ne veut pas dire pour autant que les Saoudiens ou les Émiratis vont se lancer dans la guerre, mais voilà. Et puis la Turquie. Alors la Turquie, pour ceux qui sont jeunes, peut-être qui ne sont pas intéressés, vous savez qu'il y a un grand différent historique entre la Turquie et la famille Assad, enfin les Syriens, c'est le Sanjak d'Alexandrie. Lorsque la France avait un mandat sur la Syrie, elle a décidé généreusement de donner le Sanjak d'Alexandrie, c'est-à-dire une région qui est au nord-ouest de la Syrie, de l'offrir à la Turquie, qui est devenue Escandérun. Et pendant toutes ces années, les Syriens ont monté des attentats contre les Turcs. Alors non seulement c'est ça, mais le gros différent qui existe entre la Syrie, ce sont les Kurdes. Puisque le PKK, le Parti des travailleurs du Kurdistan, qui depuis 1984 est en rébellion contre le mouvement, contre les Turcs, était hébergé, soutenu par les Turcs. Et que maintenant, les Kurdes qui sont en Syrie, ce sont des Kurdes qui sont les frères du PKK. Et donc on voit, on est très heureux de ces combattants kurdes qui sont les seuls à terre qui peuvent mettre à mal Daesh, mais simplement ce sont les ennemis irréductibles pour des Turcs. Et donc les Turcs, un jour ou l'autre, vont rentrer dans la danse parce qu'ils ne peuvent pas supporter qu'une entité kurde puisse se créer à sa frontière. C'est à la frontière, comme je vous l'ai montré tout à l'heure. Donc voilà. Alors bien sûr, on a le Qatar qui est dans sa stratégie de soutenir les frères musulmans, et puis on a les Occidentaux. Alors on est engagé dans les bombardements, on ne peut pas mettre de troupes au sol, je crois que c'est une bonne solution, sauf peut-être des forces spéciales. Alors, la coalition, comme vous le savez, elle est engagée, et en ce qui concerne la France, je crois que la France a fait un bon travail avec l'opération Chamal. Hein. Mais chaque pays j'allais dire, a des particularités. Comme je vous le disais, en Irak, c'est la confrontation entre les chiites et les sunnites, et donc il va falloir pouvoir permettre aux sunnites de participer à la vie politique, à la vie économique de ce pays. Et je ne crois pas qu'on en prenne le chemin, même si l'ancien président Maliki, c'était un homme épouvantable qui a été la cause en supplémentaire de la fracture entre les chiites et les sunnites. Alors il est parti un nouveau président, mais il y a toujours cet antagonisme qui apparaît. En Syrie, autant en Irak, nous avons d'un côté Daesh, de l'autre côté, nous avons la coalition, autant en Syrie, nous avons à la fois le gouvernement de Assad, nous avons des mouvements dits démocratiques soutenus par la communauté internationale, et nous avons des mouvements djihadistes, salafistes, qui sont soutenus par les Émirats, qui sont soutenus par les Saoudiens. Ce sont des mouvements qui veulent l'instauration de la charia. Et puis ces gens sont très proches d'une organisation qui s'appelle Jabhat al-Nusra. Jabhat al-Nusra, c'est tout simplement la filiale d'Al-Qaïda en Syrie. Et ils combattent à ses côtés. Et donc là, on a quand même une ambiguïté où on voit des mouvements sunnites, djihadistes, soutenus par l'Arabie Saoudite, qui ont des relations privilégiées, parce que sur le terrain, il faut se battre, avec Jabhat al-Nusra, une organisation qui est hostile à l'ensemble des royaumes de la région. Donc voilà aussi une des préoccupations pour sortir de la crise. Alors tout à l'heure, je vous disais, en ce qui concerne les Kurdes, on aura l'occasion de voir, une des solutions, bien sûr, c'est la diplomatie, c'est de réunir tout le monde. Alors la réunion qui a eu lieu à Genève est un échec, puisque le jour de la réunion, les Russes ont engagé des opérations militaires à Alep qui a entraîné le départ de 35 000 personnes, que c'est vraisemblablement les organisations djihadistes, les organisations démocratiques qui vont devoir quitter Alep. Et donc là, on a un vrai drame qui se prépare.
Donc voilà pour les résultats. Les résultats, c'est quoi? Daesh a perdu 22 000 km². C'est vrai que la coalition entre 2014 et 2015 a eu des résultats. 22 000 km² qui ont été perdus, soit 40% des territoires conquis. 2000 km seulement ont été perdus, soit 10%. C'est vrai que Daesh est en position défensive hein, depuis l'intervention de la France, depuis l'intervention des Russes. Hein. En décembre 2015, 2500 combattants ont été abattus. Et la production pétrolière de Daesh a été réduite de 30%, passant de 45 000 barils jour à 34 000 barils. Ce qui est plus grave pour Daesh, c'est que le prix du baril s'est effondré. À une époque, il a été assez élevé, il se trouve à 30 $, donc ce qui fait que Daesh, pour vendre son pétrole, est obligé de le vendre à 15 $. Donc si vous voulez, au niveau de la gestion de ces ressources financières, c'est un drame. Et là, c'est peut-être un des points de faiblesse, et c'est pour ça que la coalition ne cesse de bombarder à la fois les raffineries, les transports de pétrole, les installations pétrolières, les installations gazières. En ce qui concerne la France, ben, la France aussi a fait sa part du travail. Hein. Quand on regarde sur la période depuis l'été 2014, c'est pas seulement la France, mais 22 000 djihadistes ont été abattus, c'est énorme, hein, et 1 millier par les raids de l'aviation française. Il n'y a plus de grande offensive depuis Daesh, donc ça veut dire que la solution militaire est une réponse. C'est pas la seule réponse, mais c'est une réponse. Alors c'est difficile dans le contexte actuel de frapper Daesh sur les zones de combat, puisque Daesh a compris, hein, il se mêle à la population, et comme nous, occidentaux, nous ne sommes pas comme les Russes, nous ne bombardons pas d'une façon la population, ben, c'est beaucoup plus difficile de combattre Daesh. Alors je crois que l'engagement militaire est un tournant. Hein. Vous savez bien que les chefs les ministres de la Défense se sont réunis pour améliorer cette coalition. Mais dès lors que nous avons des opérations en Syrie et en Irak, eh bien, il va falloir ouvrir peut-être un nouveau front. Et vous savez, c'est le front libyen. Le front libyen, depuis 2011, les Katiba qui ont renversé Kadhafi eh ben, se sont sanctuarisés. Certaines ont créé ce qu'on appelle Farj al-Libya, qui est sur Tripoli, avec un gouvernement qui n'a plus la légitimité internationale. Il y a un deuxième gouvernement qui a été élu en juin 2014. Il est installé à Tobrouk avec une armée, ils se font la guerre, et vous avez une organisation qui s'appelle Daesh, qui s'est installée dans la ville de Sirte, c'est-à-dire la ville historique de Kadhafi, et ils contrôlent actuellement 300 km de rivage, et ils sont en train de progresser sur le croissant pétrolier. Alors non seulement on a un danger en ce qui concerne la Libye, mais une contamination, puisque le nombre de mouvements djihadistes en Libye, c'est pas simplement Daesh, il y a des organisations qui sont encore liées à Al-Qaïda, qui sont dans la région de Derna, qui sont dans le sud de la Libye, puisque le sud de la Libye, c'est là où sont hébergées toutes les Kazibas qui ont dû fuir les opérations Serval. Donc voilà, la Daesh actuellement, c'est à peu près 5-6 000 combattants. C'est-à-dire qu'actuellement, l'armée qui est à Tripoli ou l'armée qui est à Tobrouk sont incapables de battre Daesh. La seule possibilité, c'est qu'il y ait un gouvernement d'union qui puisse demander à la communauté internationale, c'est-à-dire à l'ONU, l'envoi de troupes ou une assistance militaire, qui sera une assistance certainement aérienne, pour casser Daesh. En ce qui concerne le Sahel, heureusement que la France y est depuis 2013, puisque je suis convaincu que le Mali serait tombé, le Niger serait tombé, toute la façade, tout le sud de la Libye serait contaminé. Alors c'est vrai que nous avons que plus de 3500 hommes qui font un travail remarquable, mais vous savez ce qui se passe, hein, en particulier, quand ils ne sont pas capables de monter des opérations militaires, qu'est-ce qu'ils font? Ils font des massacres à Bamako, ils font des massacres à Ouagadougou. Donc on est là dans une situation où il va falloir monter en puissance, et ce n'est pas les forces de l'ONU, de la MINUSMA, qui sont capables d'apporter une réponse. Donc voilà pour les réponses militaires. Alors ce n'est pas mon programme, moi je voudrais vous parler des réponses sécuritaires. C'est la lutte de la France et des Européens contre Daesh. Alors, comme je le dis souvent, les analyses, c'est un élément très important, hein, dans la réflexion, dans la définition de la stratégie, mais dans la lutte contre le terrorisme au quotidien, ce qui est important, c'est d'avoir
un nom, c'est d'avoir une adresse, c'est d'avoir un numéro de téléphone pour faire des filatures, pour mettre des écoutes, pour mettre des sonorisations. C'est ça qui est important. Je comprends parfaitement tous ceux qui disent on manque d'analystes. Moi, je ne suis pas convaincu qu'on manque d'analystes. Ce qu'on manque, c'est d'enquêteurs de terrain pour faire des entretiens, pour recruter des sources. C'est ça dont on manque. Voilà. Alors, je crois que il y a beaucoup de choses qui sont faites, hein. On aura l'occasion de l'évoquer, mais je crois que vous verrez à travers ce qui existe actuellement, il faut trouver une autre façon de travailler. Je reconnais que ce n'est pas facile, mais on devrait peut-être pouvoir y arriver sans monter d'usine à gaz. Hein, sans monter d'usine à gaz. Alors, premièrement, la France est protégée, vous savez, par l'opération Sentinelle. Et l'opération Sentinelle, ce sont 10 000 hommes. Et je crois que 10 000 militaires qui sont en France, ce sont 10 000 militaires de trop, parce que je suis convaincu que ces militaires n'empêcheront pas les attentats. Par contre, je crois que ces militaires sont des gens qui sont complètement démotivés par cette opération. C'est mon avis personnel, hein, donc ça n'engage que moi, ni ma société, ni personne d'autre, c'est ma personne. Et je suis convaincu que ces militaires auraient mieux à faire sur les champs de bataille où ils vont régulièrement. Pourquoi? Parce que ils manquent à leur famille, parce qu'ils n'ont pas suffisamment d'entraînement. Alors la solution, je vais l'évoquer, mais vous allez penser que c'est un plaidoyer pro domo. Je crois qu'il y a, je ne suis pas le seul à le dire, hein, Alain Bauer, qui est un grand spécialiste, un criminologue, je crois qu'il faut externaliser. Alors je sais que c'est un gros mot. Le mot d'externalisation, dès qu'on le prononce en France, dès qu'on le prononce pour la défense, dès qu'on le prononce pour le ministère de l'Intérieur, c'est un sacrilège. Alors moi j'étais dans le ministère de l'Intérieur, donc j'ai une âme de fonctionnaire, j'ai une âme de policier, et maintenant je suis dans le privé. Et je crois que, honnêtement, il faudrait externaliser certaines missions. Et je crois qu'en ce qui concerne toutes les protections qui ont lieu en France, ben, ce ne sont pas à ces forces qui sont des forces combattantes de les réaliser. On doit avoir une privatisation. Et je parle d'autant plus facilement que ma société ne s'occupe pas de gardiennage. Donc vous voyez que je suis très à l'aise là-dessus. Alors je sais que l'emploi des entreprises, de services de sécurité et de défense, c'est un sujet tabou. Hein. C'est un sujet tabou, sauf qu'il suffirait que l'État, encore que l'État a accepté que les entreprises soient armées. Vous savez bien que maintenant, il y a des équipes armées à bord des bateaux. Sauf que, je vais vous dire, sauf que ce marché ne représente plus rien. C'est-à-dire que pendant les années 2008, 2009, 2010, où, je veux dire, la piraterie aérienne se développait, alors la France, eh ben, elle avait des forces, elle les utilisait, mais que faisaient les anglo-saxons? Eh ben, ils ont capté tout le marché. Et ils ont gagné des millions de dollars. Voilà. Maintenant, le marché n'existe plus. Maintenant, on a autorisé les entreprises françaises à avoir des hommes armés embarqués à bord des bateaux. Bateaux pavillon français, c'est-à-dire 20% de la flotte française, c'est-à-dire peanuts, parce que ce n'est pas 20% de ces bateaux qui sont dans les zones à risque. Juste un chiffre. Un nageur de combat qui était à bord des bâtiments touchait par jour 400, 500 euros. Maintenant, il en touche 150. Ce qui veut dire que le marché s'est effondré. Pour une raison très simple. On fait du low cost. Hein. Avant, on prenait des Navy Seals, on prenait des Britanniques, on prenait des nageurs de combat français. Maintenant, qu'est-ce qu'on prend? On prend des Sri Lankais. Voilà. Avec peut-être un responsable de mission français. Mais voilà. Voilà donc, si vous voulez, pour vous dire, oui, la France a accepté, mais c'est fini. Ce marché, c'est pas la peine, il faut passer à autre chose. Donc, je crois que ces ESSD, elles peuvent apporter quelque chose. Elles peuvent apporter dès lors qu'on va les labelliser, dès lors qu'elles vont être encadrées, surveillées par la DPSD, et oui, dès lors qu'elles vont subir une formation, dès lors que, j'allais dire, il y aura un contrôle a posteriori et en permanence sur elles par les services de l'État. Donc bien sûr, il faut revoir la législation sur le port d'armes. Et je crois que, si vous voulez, face à l'ampleur des défis et des menaces, nos armées et nos services seront incapables de répondre si la société civile n'intervient pas. Je pense que c'est vrai, l'externalisation pourrait économiser des ressources surdimensionnées en termes de capacité, en termes d'entraînement et d'équipement. Voilà. Donc ça, c'est une réponse. Alors je sais que ce n'est pas une réponse politiquement correcte de dire on va externaliser des missions, puisque seul, j'allais dire, le privilège d'avoir des armes, ce sont les militaires, ce sont les policiers, ce sont les gendarmes. Bien. Mais je ne suis pas politiquement correct.
Donc en ce qui concerne les missions, un deuxième aspect de la réponse, les réponses. Les réponses, ce sont des missions de renseignement et des missions de neutralisation judiciaire. Alors je vous rassure tout de suite, là, il n'est pas question d'externalisation. Hein, voilà. Au niveau français, le dispositif est remarquable. Le dispositif, il est remarquable. Je veux dire, il est tellement remarquable qu'il est imposant. Il est imposant, puisque vous avez, au niveau de la recherche du renseignement, la Direction générale de la sécurité intérieure qui a été créée en 2014, suite à l'affaire Mera. On a supprimé la DCRI, Direction centrale du renseignement intérieur, qui avait réuni la DST et une partie des renseignements généraux. Mon avis personnel, pendant 21 ans, j'ai travaillé à la lutte contre le terrorisme. Pendant 21 ans, je n'ai demandé qu'une chose, c'est qu'il y ait une union entre l'IRG et la DST. Parce que pendant 21 ans, nous avons été en rivalité permanente. Voilà. Donc ça, c'est une réalité. C'est moi qui vous le dis. C'est quelqu'un qui a vécu. Hein, et les coordinations et tout ce que vous voulez, c'est du pipeau. Voilà. Donc la réalité, c'est ça. Donc la création de la DCRI, la création de la DGSI, c'est une bonne chose. Sauf que quand on crée une direction générale de la sécurité intérieure, c'est pour qu'elle ait toute la sécurité intérieure. Eh bien, elle ne l'a pas. Elle ne l'a pas. Parce qu'il y a comme ça des cloisonnements en France, il y a des blocages. Alors je pense qu'il y a eu une réunion, une commission d'enquête qui s'est posée là-dessus, et puis vous avez un personnage important qui est actuellement le ministre de la Justice, qui était président de la commission des lois, Urvoas. Il a fait une réunion en novembre 2013, et il a discuté avec les gens pour comment voyez-vous cette nouvelle organisation. On lui a dit, il faut considérer, créer une direction générale pour une raison très simple. Quand vous êtes direction générale, vous avez un budget qui est inscrit sur le bleu, hein, donc c'est un avantage. Et quand vous êtes direction générale de la sécurité intérieure, vous avez énormément de besoins sur le plan technique. Quand vous êtes policier, directeur général, il ne vous donne pas d'argent pour des moyens techniques. Hein. Donc ça, c'est important, une direction générale. Mais on laisse dehors toujours cette partie DRG qui s'appelle la sous-direction de l'information générale et qui est devenue, depuis 2014, le service central de renseignement territorial. Je pense que c'est la première faute qui a été commise. Parce que, je veux dire, les pères fondateurs de la DGSI ont dû penser, nous faisons un métier noble, nous ne voulons pas nous occuper des missions que prend en compte le service central de renseignement territorial, et je crois que c'est une erreur fondamentale. Il fallait réunir tous ces gens, même si ça ne leur plaisait pas. Parce que vous savez, alors, la DGSI, elle s'occupe de contre-espionnage, de protection du patrimoine national et de la lutte contre le terrorisme, et à la fois des missions de renseignement et des missions de police judiciaire. Alors, le service central de renseignement territorial, ex-renseignement généraux, il s'occupe de quoi? Il s'occupe des problèmes de faits religieux et des mouvances contestataires, donc on est là à la limite du terrorisme, la division de l'information économique et sociale, les dérives urbaines, la division de la documentation, la division de l'outre-mer. Bon, je crois que tout ça aurait dû être intégré dans une direction et devenir la direction générale et devenir une sous-direction. C'est mon sentiment, et je crois que pour une raison très simple, dans l'histoire de la police nationale, et maintenant ça fait quelques années où j'y étais, tous les services centraux, historiquement, sont devenus des directions. Donc voilà. Donc si vous en avez créé un service, en plus on l'a rattaché à la direction de la sécurité publique, qui est une direction prestigieuse de la police nationale, mais dont la mission n'est pas la lutte contre le terrorisme. Donc je crois que là, il aurait fallu rattacher ce service, c'est pour ça que je dis qu'il fallait rattacher ce service à la Direction générale de la sécurité intérieure. Et parce que tous les fonctionnaires qui travaillent dans tous les services sont des fonctionnaires brillants, sont des fonctionnaires consciencieux qui ont été formés. Il n'y en a pas de meilleurs. C'est parce qu'on est à la DGSI qu'on est meilleur qu'on est au service central de renseignement territorial. Tout ça, c'est faux. Hein. Je crois que tous les fonctionnaires qui travaillent dans tous les services, parce que j'ai travaillé avec eux, ce sont des gens qui sont extrêmement brillants, qu'ils soient à la PJ, qu'ils soient à la DGSI. Et puis encore une des aberrations françaises. C'est pour ça que je vous dis que nous avons une belle organisation. Une des aberrations françaises, c'est que nous avons la direction du renseignement de la préfecture de police. Si vous voulez, nous avons, pour lutter contre le terrorisme des années 2016, comme référence, une structure napoléonienne. C'est quand même intéressant. Avec un personnage qui est emblématique, le préfet de police. C'est-à-dire que la direction du renseignement, elle ne dépend pas de la direction générale de la sécurité intérieure, elle ne dépend pas du service central du renseignement, elle dépend directement du préfet. Le préfet qui n'en a rien à foutre du directeur général de la police nationale, puisque
quand vous suivez la carrière des directeurs, des préfets, souvent il est directeur général de la police nationale, ensuite il est préfet de police. Donc je vais vous dire, il n'en a rien à foutre du directeur général. Donc là aussi, on a des blocages complets. Ça, voilà. Et d'autant que les gens qui sont à la préfecture de police, je peux vous dire que ce sont des gens extrêmement brillants. Moi, je les ai connus quand ils travaillaient à la fois contre l'islamisme, quand ils ont travaillé sur le terrorisme action directe. Ce sont des gens extrêmement brillants. Mais quand vous avez multiplié les hiérarchies, vous avez des problèmes. Et puis, les services de police judiciaire. Donc, on a créé une direction générale de la sécurité intérieure qui, historiquement, là je le dis, nous sommes les héritiers de l'affaire Dreyfus. Nous sommes les héritiers de l'affaire Dreyfus, puisque après l'affaire Dreyfus, le président de la République a estimé que toutes les affaires de police judiciaire dans l'espionnage ne relevaient plus des armées, relevaient du contrôleur général de la surveillance du territoire qui était rattaché au ministère de l'Intérieur. Voilà. Donc voilà donc le pouvoir de police judiciaire de la DST, je veux dire, il n'est pas de la semaine dernière, il date de la fin du 19e siècle. Mais à côté de ça, il existe, pour lutter contre le terrorisme, une sous-direction nationale de l'antiterrorisme de la police judiciaire, qui fait un travail remarquable, puisqu'ils ont lutté à la fois contre Action Directe, contre le FLNC, contre ETA, ils ont arrêté les assassins du préfet Erignac. Donc, j'allais dire, ce sont des gens extrêmement brillants. Et puis, on a aussi, à la préfecture de police, une section antiterroriste qui s'occupe du terrorisme. Alors, avant, c'était Action Directe, et maintenant, c'est le terrorisme islamique. Donc, nous avons 3 services qui s'occupent de police judiciaire, avec 3 chefs différents. Et puis, comme il fallait coordonner, le ministre de l'Intérieur, en 1984, quand il a vu que c'était un peu tout le monde travaillait, il a créé l'unité de coordination de liaison antiterroriste, qui a fait son travail, hein, mais qui n'a jamais coordonné réellement. Et donc maintenant, cette unité, elle existe, elle est auprès du directeur général de la police nationale, et alors elle s'occupe beaucoup d'international, elle s'occupe des réunions dans le cadre du G7, dans le cadre de l'ONU, ce sont les Sherpas, enfin, ils font un gros travail de ce côté-là. Mais à côté, le ministre a décidé, après l'affaire Sali, vous savez, ce gars qui a égorgé son patron dans l'Isère, il s'est aperçu qu'il y a eu un dysfonctionnement. Puisque Sali, c'est un individu qui était connu de la DGSI, il avait ce qu'on appelle une fiche S, on pourra en parler si vous voulez, une fiche S, il était surveillé alors qu'il était dans un département, le jour où il a gagné l'Isère, plus personne ne s'en est souvenu. Et donc le préfet qui a trouvé insupportable cette affaire, le ministre qui a trouvé insupportable cette affaire, il a trouvé quelque chose, une parade, c'est l'état-major opérationnel de prévention du terrorisme, rattaché au cabinet du ministre. Dont la mission, c'est surveiller plus de 8000 radicalisés. Donc voilà, si vous voulez, nous avons quelques structures qui sont en charge. Mais c'est vrai que, je veux dire que c'est une volonté d'animer, de coordonner. D'ailleurs, les préfets connaissent bien cet état-major, puisque sans arrêt, ils doivent lui rendre compte. Hein. Voilà. Alors ces missions, hein, je veux dire... Et puis les préfets de zone se réunissent fréquemment pour justement travailler sur cette radicalité. Je crois que c'est important que tout ne part pas de la centrale de Paris et que dans les départements, les préfets, dans les zones, les préfets jouent un rôle d'animateur, de coordinateur, et surtout dans le cadre des radicalisés, parce qu'on ne savait pas trop qui allait s'en occuper. Avec un préfet, au moins, il a sous ses ordres les différents services et il peut animer ces gens-là en direct parce qu'il est en relation avec eux. Alors, le problème, je crois, c'est qu'on a des services qui ont un service de recherche à la DGSI pour faire des enquêtes et recruter des sources, un service identique à la direction du renseignement de la préfecture de police et à peu près un service identique au renseignement territorial. Je crois qu'il aurait été bon d'harmoniser tout ça et de les faire travailler ensemble. Alors, c'est une des solutions. Je crois que ce qui est important, bien sûr, on ne va pas créer un service maintenant, mais on va créer une task force. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, quand on ne peut pas avoir plusieurs hiérarchies, et donc il faut que les gens se sentent intégrés dans un groupe. Hein, et ce groupe, il faut faire travailler les gens du service territorial, les gens de la DGSI et les gens des renseignements territoriaux entre eux, et qu'ils aient un seul patron. Le préfet, le ministre décidera, mais voilà, il y a un seul patron qui travaille voilà, en direct avec lui s'il veut, mais qu'un seul patron. Alors,
Alors, le constat des handicaps, moi je vous le dis, hein, je trouve qu'il y a un millefeuille. Un millefeuille, pourquoi? Parce que quand vous avez des services, vous avez des cabinets, vous avez... Bon, c'est énorme. Je veux dire que sur les 3500 fonctionnaires de la DGSI, je pense qu'il y a une infime partie qui travaille à la lutte contre le terrorisme. Et ça, c'est quand même désespérant. De même dans les autres services, puisque les services administratifs sont des services qui vous bouffent des personnels. Donc il faut réunir les gens pour qu'ils aient une stratégie et qu'ils travaillent ensemble. Donc une task force renseignement, mais aussi une task force au niveau de la police judiciaire. Parce que les magistrats, d'ailleurs, seraient tout à fait favorables d'avoir un seul service. Mais là, actuellement, ils ont 3 services. Un sur la préfecture de police, c'est-à-dire Paris et les 3 départements de la petite couronne, la sous-direction de la police judiciaire et la DGSI. Et c'est vrai que dès lors qu'il y a un attentat comme l'attentat du 13 novembre ou d'autres affaires qui sortent, ils ont envie d'avoir les trois services qui travaillent sur ce sujet. Sauf qu'on s'essouffle. Quand vous avez 3 services, il y a toujours un service leader, les autres suivent, et je veux dire, il y en a qui ne feront pas grand-chose. Donc je crois que là aussi, il faudrait une task force. À la tête, on mettra un PJ, on mettra un DGSI, peu importe. Il faut qu'ils travaillent ensemble pour éviter de s'éparpiller. Parce que quand vous avez 3 services, je vous dis, c'est pas bon. Alors je ne vous raconte pas parce que ça, je l'ai découvert. Hein. Aujourd'hui, moi, j'ai découvert dans le passé. Hein, j'ai découvert dans le passé, quand nous avons fait des missions sur des groupes terroristes, j'ai toujours su que lorsqu'il y avait un service leader, l'autre, il ne foutait rien. Ou il était bien à l'écart. Donc ça aussi, c'est une mauvaise chose. Et donc je crois que les magistrats ont tout intérêt à travailler avec un service unique qui apportera la connaissance du service territorial, des renseignements généraux de la préfecture de police, mais aussi de la DGSI, puisque la DGSI a, j'ai dire, un lot de relations internationales important. Il doit y avoir plus de 100 liaisons étrangères qui travaillent sur le terrorisme. Donc là aussi, on a un gros effort à faire. Juste au niveau des enquêtes judiciaires, pour vous dire l'importance, la difficulté à laquelle nous devons faire face, hein, ce n'est pas la seule difficulté. En 2014, le parquet avait 109 enquêtes de police judiciaire sur le dossier terrorisme. 220 actuellement, avec des effectifs qui n'ont pas beaucoup changé. 725 personnes font l'objet d'investigations judiciaires. 725 personnes, c'est énorme. Vous savez pourquoi c'est énorme? Parce que quand vous travaillez sur une personne, pour la surveiller, il faut 18 personnes, H24, ce qui n'est pas le cas. Lorsque vous travaillez sur une personne, vous mettez une écoute téléphonique, et quand vous mettez une écoute téléphonique, il faut traduire tout ça. Souvent, ça peut être en arabe ou d'autres langues. Ensuite, il faut faire des enquêtes sur toutes les personnes qui ont été identifiées. Et donc, vous allez travailler sur quoi? Sur les facturations détaillées. Et tout d'un coup, vous travaillez sur un bonhomme, et vous voyez apparaître 20, 30 bonhommes. Donc, c'est démentiel. C'est démentiel. Voilà. Alors, 243 personnes ont été mises en examen. Ce qui est intéressant, c'est en ce qui concerne l'Irak, il y a 1833 personnes qui sont concernées par les filières irakiennes. 597 sont présents en Irak, comme je vous l'ai dit, 148 décédés, et 734 personnes en France ayant manifesté des velléités de départ. Alors vous savez que la loi, heureusement que la loi a été votée, dès lors qu'un individu s'apprête à partir sur une zone de combat, on peut l'arrêter, il peut être condamné, poursuivi et condamné. Un élément aussi important à prendre en compte dans j'allais dire, ces difficultés auxquelles les services sont confrontés, c'est les problèmes techniques. Vous savez que les moyens techniques ont été développés, j'allais dire, face à un adversaire de cette ampleur, et donc tous les services se sont lancés là-dedans, d'autant que la loi sur le renseignement, qui est une loi formidable, qui a été votée au mois de juillet 2015, donne des pouvoirs extraordinaires aux services de renseignement, puisqu'il leur permet de faire des actions qui jusqu'alors étaient complètement illégales et que nous faisions illégalement, pour pouvoir vous défendre. C'est-à-dire que si nous avions été pris à l'époque, on serait tous allés en prison. Mais maintenant, la loi vous permet. La seule différence, c'est qu'avant, quand on a décidé de faire une écoute clandestine chez quelqu'un, moi j'appelais mon directeur, et puis on étudiait le dossier, il me donnait le feu vert. Sauf que maintenant, vous faites la même chose, mais ça doit revenir chez le Premier ministre. Donc effectivement, je comprends qu'on ait besoin, puisqu'on fait, quand on fait des écoutes judiciaires, ça montre que c'est le Premier ministre. Je ne sais pas si on aura autant de demandes d'interception, de places
mettre des micros dans les appartements, de mettre des sonorisations, de mettre des bips, avec les procédures qui sont lourdes. Je crois qu'il faudrait un peu les alléger si on a confiance dans le directeur général ou dans le ministre. Hein. Donc voilà. Puis un élément aussi important dans les services techniques, c'est que je crois qu'il faudrait prendre, je vais dire, exemple sur les Anglais. Les Anglais sont des gens très pragmatiques, moi qui m'ont appris aussi à beaucoup travailler, parce que j'ai travaillé avec eux sur l'IRA provisoire. Ce sont des gens extrêmement brillants. Ils sont tellement brillants qu'ils ont créé un seul service d'interception satellitaire pour les télécommunications. Tout ça s'appelle le Governmental Communication Headquarter. Ils n'ont pas remis au service de renseignement la possibilité de faire des interceptions. Ils n'ont pas remis au British Security Service le truc de faire des interceptions. Non. Il y a, au niveau du Premier ministre, un organisme qui demande quels sont les numéros qui sont écoutés et qui permet à l'ensemble de la communauté du renseignement, mais aussi aux services de police criminelle pour travailler sur le grand banditisme, sur le trafic de drogue, de bénéficier. Ce n'est pas notre cas. Ce n'est pas notre cas, et moi, je le regrette. Alors, je sais que je me heurterai à de fortes résistances parce qu'il y a des seniors services dans le domaine du renseignement, ils n'ont pas du tout envie d'être dépouillés de ce truc-là. Mais je crois que ce serait important parce que le renseignement technique, bien sûr, c'est une source considérable d'information, mais ce qui est le plus important, c'est de recruter des sources humaines. Et si vous avez des sources humaines, vous allez savoir quand, quel jour, qui va commettre un attentat. Souvent, quand vous interceptez, vous savez que les gens sont dangereux. Ce n'est pas pour autant que ces gens-là, puisque on a à peu près 11 000 personnes qui sont fichées S, on a 8 000 personnes qui sont radicalisées, on a plus de 1 800 qui sont concernés par l'IRA. Vous voyez le nombre d'investigations. Si on avait des sources humaines, et si les sources humaines existent, bien sûr, mais je crois qu'il faudrait les multiplier, ce serait beaucoup plus important. Alors, une réponse aussi française, je crois, qui est importante, hein, et elle fait lieu d'un débat aujourd'hui à l'Assemblée nationale, c'est l'état d'urgence. Je crois que c'est une bonne mesure qui a été prise par le gouvernement, puisque vous savez que lorsque l'attentat est commis le 13, je suis persuadé que le ministre a dû se retourner vers les services en demandant qui a commis, est-ce que vous avez des points de chute, et on leur a dit non. Personne ne savait qui préparait cet attentat. Et donc là, je veux dire, c'est un réflexe tout à fait normal de prendre cette mesure qui date d'une loi de 1955, de l'état d'urgence qui permet, il donne au préfet les pouvoirs de faire des perquisitions, d'interdire des manifestations, ainsi de suite. Je crois que c'était nécessaire. Il y a beaucoup de critiques qui ont été faites, mais je crois que dans le contexte post-attentat, c'était la réponse adaptée. Elle était d'autant plus adaptée que sur l'ensemble des 3575 perquisitions, la moitié ont été désignés par les services de sécurité, c'est-à-dire la DGSI, la direction du renseignement, le service central de renseignement territorial, et la moitié par la police judiciaire, par les sûretés urbaines, par les gendarmes. Pourquoi certains se sont dit, mais vous faites des perquises chez les dealers. Ben oui, mais les dealers, qu'est-ce qu'ils ont? Ils ont des flingues, ils ont des armes. Et quand vous voyez le résultat de ces opérations, on a trouvé des armes de guerre, on a trouvé des armes d'épaule, je crois qu'on a protégé les citoyens français en montant cette opération. Alors maintenant, quand on regarde, excusez-moi de ne pas avoir mis le... Oui, juste à titre d'exemple, hein, je voulais vous montrer, voilà un peu ce que nous avons actuellement pour lutter contre le terrorisme, hein, la communauté du renseignement, hein, les seigneurs, hein, la DGSE, la DRM, la DGSI, la DPSD, la DRNED, très fin, et puis après la police judiciaire, la SDAT, la SAT, la gendarmerie, bien sûr, service central, la direction du renseignement et le CLAD. Donc vous voyez tout ça, et puis maintenant le cabinet du ministre avec l'état-major opérationnel. Donc ça c'est un élément important. Un élément important aussi, ce sont les engagements financiers et les engagements personnels qui ont été pris. Je crois que c'est vrai qu'on manquait cruellement de personnel dans toutes les administrations, que ce soit l'intérieur, que ce soit le budget avec les douanes, que ce soit la justice, au ministère de la Défense. Donc c'est un bon choix qui a été fait. Simplement, entre le moment où on fait passer les concours, on les recrute, ils ne seront pas opérationnels tout de suite. Hein. Donc ce que je vous dis, l'état d'urgence, voilà. Vous voyez l'état d'urgence. Alors,
Certains, j'ai eu l'occasion, quand c'est la semaine dernière, de discuter avec l'ancien patron qui était en charge, enfin, l'ancien président de la Ligue des droits de l'homme, qui s'élevait contre la poursuite de l'état d'urgence. Alors bien sûr, je peux le comprendre, mais moi je suis persuadé qu'il faut maintenir cet état d'urgence, et maintenir cet état d'urgence jusqu'à la fin du championnat d'Europe de football. Parce que le championnat d'Europe de football, ça va être l'occasion, peut-être, pour les terroristes qui nous prennent toujours à contre-pied, de faire des attentats. Nous allons avoir énormément de gens qui vont aller dans les stades, il va y avoir des étrangers, ainsi de suite, peut-être un peu moins avec tous les risques, hein, mais je crois qu'il est important que les préfets puissent décider, après un décret bien sûr du Conseil des ministres, de déclencher ces perquisitions de jour et de nuit, parce qu'on a besoin d'avoir un instrument de réaction immédiat. Ça n'enlève rien, j'allais dire, aux enquêtes de la justice, mais je crois que c'est important. Alors, ce tableau, à mon sens, il est parlant parce qu'il a été efficace. Voilà. La communication, je crois que les réponses à ces deux défis, la communication mortifère et la radicalisation, c'est là où on a le plus de difficultés. Et encore, on a mis en œuvre des systèmes, je crois, qui sont très performants, hein, qui ont même été décentralisés. Hein. Cette communication mortifère, vous imaginez ce que c'est ça. Voilà, c'est ça. C'est ça en permanence. Hein. C'est ça en permanence. Le pilote égyptien qui est brûlé dans... Voilà. Alors, en ce qui concerne donc la radicalisation, c'est là où le travail est, je vais dire, un travail... je ne crois pas que ça existe ailleurs dans les autres pays. Hein. Le bilan de la radicalisation 2016, hein, 8250 depuis avril 2014, 4590 profils inquiétants. Donc vous voyez le nombre d'objectifs sur lesquels doivent travailler les services. C'est épouvantable. Hein. Avec les zones, vous êtes un peu gâtés là, c'est vrai, dans le sud. C'est logique. Hein. Donc là aussi, je crois que c'est important. La communication, là aussi, vous voyez, les mineurs, les convertis, ça aussi, ce sont des éléments qu'il faut combattre. Alors, je ne sais pas si on voit bien ça. Ça, c'est communiqué de revendication. Les attentats du 13 qui plaisent beaucoup, hein, aux sympathisants, aux membres. Hein. Et puis, ils ont mis 3 autres de communiqués et une vidéo de 17 minutes montrant les terroristes en train d'égorger les gens avant de venir faire les attentats. Et en permanence, vous avez bien sûr des communications pour désigner la France comme la prochaine victime. Alors la communication, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de regarder les vidéos, elles sont d'une extrême qualité. Ce sont des vidéos qui ont un style hollywoodien, avec une musique de fond, j'allais dire, séduisante, entraînante, hein. Des effets spéciaux, de la haute résolution, bon, des ralentis omniprésents, je ne vais pas continuer là-dessus. Hein. C'est-à-dire que ces vidéos, elles parlent aux spectateurs. Et quand vous avez des interventions de djihadistes qui sont sur le terrain, ils captent l'attention des jeunes et les séduisent. Et là, le contre-discours est difficile. Je ne vois pas un seul pays dans le monde qui a réussi à réaliser un contre-discours. Alors c'est vrai que la France tente de répondre. Hein. Voilà. Le discours d'embrigadement djihadiste font chaque jour de nouvelles victimes. Stop djihadi, c'est un élément important. Et ce numéro vert, c'est un numéro qui est bienvenu, puisqu'il permet de dénoncer des gens qui se radicalisent. Hein. Donc j'arrive à la fin de mon propos. C'est que, en ce qui concerne les services de renseignement, je voudrais juste terminer sur l'Europe. Hein. Les Américains ont eu un mot, une commission a dit « Les partenaires étrangers partagent encore des informations sur les personnes suspectées de lien avec une organisation. Souvent, c'est incomplet. Il n'existe actuellement aucune base de données globale rassemblant les noms des combattants étrangers au sein des groupes armés syriens, déplore le comité bipartisan. » Alors je crois que là-dessus aussi, nous devons mettre en place une task force. Et là, je ne parle pas d'un projet à venir, je parle de quelque chose qui existe. En 2001,
nous sommes allés à Washington, nous avons rencontré la CIA et nous sommes mis d'accord pour créer ce qu'on appelle une alliance base. C'était quelque chose de secret clandestin, mais en 2006, c'est sorti dans le New York Times, hein, et puis après, ça a été connu. Et bien, cette alliance base, elle regroupait à Paris des gens qui étaient issus des services de sécurité occidentaux et des services de renseignement occidentaux. Nous travaillions ensemble, nous étions réunis ensemble, nous travaillions ensemble pour apporter des réponses. Pour faire quoi? Pour faire des analyses, bien sûr, mais aussi pour recruter des sources, puisque nous recrutions des sources qui étaient sur le territoire français et qui pouvaient se déplacer en Angleterre, en Belgique. Donc il était important. Voilà. Donc là aussi, je pense que, compte tenu de la menace qui se trouve à nos frontières, vous savez que l'Allemagne vient d'arrêter des gens qui s'apprêtaient à commettre des attentats. Les Belges, n'en parlons pas, ils ont de nombreux groupes terroristes. Là, des groupes ont été arrêtés en permanence, vous avez sur l'ensemble de l'Europe. Donc je crois que là, on doit se retrouver ensemble. Alors, les réponses, elles pourraient être avec Europol. Bien sûr, Europol peut apporter une réponse. Simplement, c'est un organisme policier et vous avez beaucoup de services de sécurité et de renseignement qui n'acceptent pas de travailler avec Europol. Donc c'est pour ça que je dis qu'il faudrait un organisme qui soit basé à Paris avec 2-3 représentants des services pour communiquer à la fois un état des enquêtes sur le plan du renseignement, des sources, la production des sources humaines et techniques, et monter des opérations communes. Alors sur le niveau européen, ce qui nous manque, c'est le Passenger Name Record. Vous savez que c'est quand même le Parlement n'a toujours pas voté, même si la France a mis un PNR, un Passenger Name Record français, mais ça nous manque. On l'a bien vu avec les terroristes qui se sont déplacés en toute facilité. Nous avons un système d'information Schengen, c'est-à-dire des fiches S, qui sont mises dans les pays, et dans certains pays ne l'alimentent pas, donc là aussi il y a un gros effort à faire. Et Europol a créé un centre antiterroriste en regroupant 60 fonctionnaires des différents pays pour travailler sur le financement et travailler sur les individus. Bon. Ce qui est important, je crois, c'est ce qu'ont décidé les ministres, c'est la création de hotspots, c'est-à-dire des centres d'accueil des immigrés pour identification, enregistrement, traitement, retour des migrants. Moi, je propose, alors c'est peut-être pas correct, mais qu'on recrute ces gens, qu'on les débriefe et qu'on recrute certaines personnes. Voilà, ça c'est un... Bon. Alors, la réponse judiciaire au niveau européen, la réponse, c'est bien sûr des magistrats de liaison partout. On vient de le mettre en Belgique, alors que ça existait depuis très longtemps à Madrid et à Rome, hein, et des équipes communes, puisqu'il faut travailler en permanence. Alors, en ce qui concerne la conclusion, je dirais qu'il faudrait adapter notre dispositif. Alors, j'ai émis quelques suggestions, hein, bien sûr. Mais pourquoi? Parce que quand vous regardez un peu le passé, hein, en Turquie, il y a eu un attentat à kamikaze à Istanbul, 10 morts allemands, le 12 janvier. Un attentat contre la France, hein, 130 morts, 358 blessés. Pour frapper le Hezbollah, Daesh a fait un attentat à Beyrouth, 44 morts. Pour frapper la Russie, Daesh a détruit un avion en plein vol, 224 morts. Un attentat a été commis contre un hôtel à Bamako, un attentat a été commis contre un hôtel à Ouagadougou. Je crois que le nombre d'opérations ne vont cesser d'augmenter. Donc certes, d'avoir des réponses politiques, mais là pour l'instant, je vais dire, la réunion de Genève est un échec. Avoir ce que je disais à l'amiral, avoir des réponses religieuses, je suis prudent, parce que moi je ne crois pas qu'on puisse créer un islam de France, c'est incompatible avec l'islam, c'est impossible, c'est mon sentiment. Hein. Par contre, je crois que dans l'urgence, oui, des moyens militaires, des moyens sécuritaires, ça c'est la réponse qui peut jouer. Alors après, bien sûr, on va jouer sur l'économie, le financier, on va reconstruire l'éducatif, oui, mais dans l'urgence, nos réponses, elles sont sécuritaires et militaires. Messieurs, dames, merci.